Donc, effectivement, je vais vous parler des actions de sensibilisation qu'on a mis en place à l'occasion de Sequana. Donc, simplement pour remettre dans le contexte, à Vitry-sur-Seine, on a un gros tiers de la ville qui est en zone inondable, ce qui fait environ 26 000 personnes, donc directement les pieds dans l'eau. On a estimé aussi à 21 000 personnes en zone de vulnérabilité électrique. Et on a commencé un travail sur les logements sociaux. Avec les coupures en chauffage urbain, on aurait 7 000 personnes en plus, ce qui fait à peu près 60% de la population de Vitry impactée par les inondations, de façon directe ou indirecte. Donc l'objectif principal de la communication pendant Sequana, c'était de sensibiliser la population en profitant justement de toute la communication autour de l'exercice pour essayer de mobiliser le plus de personnes et de les intéresser à ce sujet-là. Donc, évidemment, on a mis en place la balade urbaine, une table ronde qui sont déroulées le samedi 12 mars. À côté de ça, on a aussi réalisé une plaquette d'information à destination de la population. Et on a aussi mis en place une exposition, donc c'est une mini-exposition avec 3 posters, vraiment pour résumer ce qu'est le risque inondation, ce qui s'est passé en 1910, et les réflexes à avoir et le risque sur la commune. Donc pendant cette journée du 12 mars, on a eu la chance d'avoir 2 intervenants, M. Raguenès de l'EPTB et Mme Tellier du Conseil départemental du Val-de-Marne, qui nous ont appuyés donc, justement pendant ces 2 événements. On a aussi donc, mis en place une communication relativement importante auprès de la population via des articles dans le mensuel, de la communication sur Internet, des affiches dans les ERP pour pouvoir amener le plus de monde possible. On avait un peu peur justement qu'on n'intéresse pas grand monde avec ce sujet. Et au final, sur les 2 activités, on a eu une 40aine de personnes. Donc on ne s'attendait pas du tout à ça, on s'attendait à une 15aine de personnes seulement, et on a été très surpris. Donc la balade urbaine, on a décidé en fait de partir des bords de Seine et de traverser en gros la zone inondable, donc du début jusqu'à la fin. L'image qu'on voit à droite, donc c'est le circuit qu'on a suivi. Et c'est aussi une feuille qu'on a donnée au public présent. Et ça les intéressait énormément puisqu'on a les hauteurs d'eau maximum qu'on pourrait avoir sur la ville sur le scénario 1910. Donc vous pouvez le remarquer, c'est pas les cartes de la DRIE. On a eu la chance de pouvoir faire appel au bureau d'études SAFEJ pour avoir une étude un peu plus précise sur les hauteurs d'eau sur la commune. Donc si on met les cartes de la DRIE à côté, on a un gros écart entre les hauteurs d'eau. Donc voilà, on stagne à peu près à 2 mètres sur la DRIE, alors qu'on voit bien qu'on a une cuvette à Vitry avec des hauteurs d'eau qui pourraient dépasser les 3 mètres. Donc on a donc le départ sur les bords de Seine, on arrive à l'église Saint-Germain qui est à peu près le point le plus haut, le bout de l'enveloppe de crue. On a donc parcouru environ 1,5 km pour une durée de 2 heures. On a eu beaucoup de mal à démarrer la balade urbaine, tellement on croulait sous les questions des riverains au départ. Donc on a dû mettre 3 quarts d'heure, je crois, juste pour démarrer. Et donc M. Raguenès, Mme Tellier ont participé à cette action-là. Donc pourquoi faire appel à des intervenants extérieurs déjà pour avoir une vision plus globale de l'inondation, une vision sur la région, sur le département qu'on n'a pas forcément en tant que commune. C'est aussi pouvoir échanger sur les rôles de chacun des acteurs sur ce risque-là, et aussi pour pouvoir répondre à des questions beaucoup plus techniques dont nous, on n'a pas forcément les réponses, ou pas les bonnes en tout cas, notamment sur tout ce qui est bassin réservoir. On a réalisé des arrêts spécifiques en fonction des bâtiments ou des lieux qu'on croisait. Donc le point de départ sur les bords de Seine, Monsieur Raguenès nous a fait un point rapide sur la Seine, les aménagements, etc. On a aussi donc, des arrêts au niveau des repères de crues, des travaux mis en place, par exemple au niveau des écoles,
Voilà, l'intégration du foyer de personnes âgées dans le PCS, le travail spécifique qu'on a créé avec eux. De nombreuses photos pour pouvoir comparer des points précis entre maintenant et 1910. Voilà, donc, et puis on a tracé des repères aussi sur les arbres pour que la population ait une idée des hauteurs d'eau atteintes et voilà, et des quelques éléments historiques pour pouvoir remettre dans le contexte. Et puis surtout, on a fait des pauses en fonction des questions des personnes. Donc voilà, je vais développer certains points de la balade. Donc là, voilà, en bord de Seine, on a pu présenter voilà, le bassin versant de la Seine, ce qu'étaient les crues de Seine, puisqu'on sait que la population a une connaissance, même si elle est minimale, du risque d'inondation, mais c'est une mauvaise connaissance. C'est voilà, l'impression qu'on va voir une crue éclair de la Seine, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc le but, c'était bien de faire passer le message que ça va durer longtemps et que les conséquences vont durer longtemps aussi après la décrue. Donc voilà, retour sur la crue de 1910, les conséquences de l'époque. Et voilà, bien insister sur le fait que cette crue pourrait très bien revenir aujourd'hui, que c'est pas parce qu'on a fait des aménagements que le risque est annulé et qu'on est en sécurité. Donc on a aussi parlé effectivement de Vigicrues, voilà, des services de prévision des crues pour pouvoir les mettre au courant. Et simplement, tant que j'ai la photo sous les yeux, pendant la crue de juin, l'eau a atteint les premières branches de l'arbre. Voilà, pour avoir une idée un peu des hauteurs atteintes. En mars, c'est bon, on était au sec et il faisait beau. Donc après, on a fait un arrêt dans le quartier du Port à l'Anglais, au niveau de 2 écoles. Une qui est totalement en reconstruction, et qui tient compte du PPRI, donc du plan de prévention du risque inondation. Donc ça, pour informer la population que ce document existe, qu'il réglemente les constructions en zone inondable, puisqu'on a beaucoup de questions dans le... voilà, pourquoi on a continué à construire en zone inondable alors qu'on savait qu'il y avait un risque. Voilà, c'est des questions qui reviennent sans cesse. Donc voilà, on leur explique ce qui a été mis en place justement pour limiter, du moins pas les constructions, mais les effets d'une crue qui est sur les nouveaux bâtiments qui sont construits. Voilà. Donc on a une école qui a été... déconstruite de l'intérieur. On a juste gardé les murs et c'était une demande des riverains. Et on a fait en sorte que le rez-de-chaussée soit inondable et que toutes les salles de classe, le réfectoire, soient au premier étage, donc avec un accès sur la cour surélevée justement, et un accès à l'extérieur directement depuis le premier étage. L'autre école, elle va être reconstruite totalement et refondée. C'est les images qu'on a à gauche. Pareil, avec un rez-de-chaussée inondable, voilà, les postes électriques surélevés. Et donc, c'était voilà, intéressant de voir la réaction du public face à ces explications, voilà, parce que c'est une demande de savoir voilà, ce qui est mis en place, voilà, ce qui est apporté aux nouvelles constructions vis-à-vis du risque inondation. Et d'être assuré sur le fait que, normalement, sur les nouvelles constructions, on tient compte du risque inondation. Donc ensuite, et ce qui plaît assez, c'est de pouvoir comparer la ville aujourd'hui aux hauteurs d'eau atteintes en 1910. Donc on a beaucoup de photos de l'inondation dans les archives, beaucoup aussi au moment de la décrue. Donc, par exemple, sur la photo en haut à droite, mais on a pu, par les traces d'eau et l'humidité qui reste sur les bâtiments, voilà, voir jusqu'où l'eau est montée et pouvoir leur montrer, voilà, notamment par les traits que j'ai pu rajouter sur les photos, les hauteurs d'eau qui ont été atteintes. Et donc, le bâtiment est toujours là. Donc, c'est assez surprenant pour la population d'être sensibilisée et de prendre conscience qu'effectivement, même s'ils sont un peu loin de la Seine, c'est pas pour ça qu'ils sont à l'abri. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de discuter des conséquences indirectes d'une inondation, les coupures électriques, les coupures en chauffage urbain,
Voilà, la difficulté de se déplacer, de se rendre au travail, l'absence d'assainissement, l'absence d'eau potable sûrement. Voilà, donc vraiment pouvoir, ils ne s'imaginaient pas forcément qu'il y ait autant de complications pendant une inondation. Et c'est aussi pouvoir les amener à s'interroger sur leur rôle en cas d'inondation, puisqu'on sait bien qu'on ne pourra pas protéger toute la population et qu'il est bon qu'ils aient les bons réflexes au moment d'une inondation et de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir avoir un plan de secours, pouvoir se réfugier chez la famille, les amis, plus loin, en dehors de l'Île-de-France, voilà, ou en tout cas hors zone inondable. Ah. Donc on a aussi tracé des repères sur les arbres tout au long de la balade pour que les gens puissent se mesurer, se rendre compte vraiment des hauteurs d'eau qui ont pu être atteintes. Donc d'ailleurs on voit le monsieur qui se mesure justement, qui regarde où il aurait de l'eau. Donc ça a créé beaucoup de surprises et d'intérêt au niveau de la population, surtout quand ils ont été obligés de lever la tête pour voir le repère en haut du tronc, complètement caché et qui surprend tout le monde. En fait, même nous, quand on est venu les tracer, on ne s'attendait pas à ça, même si on s'imagine pas 3 mètres ce que ça peut représenter. Et là, on a vraiment pu constater ce que c'était. Donc simplement, pour mettre en place ça, on a pris l'altimétrie des rues, la cote de 1910. Donc voilà, ça nous a donné une mesure. Et puis après, on est venu avec notre petit escabeau, notre bombe de peinture, et on a tracé des jolis traits sur les arbres qui y sont toujours et qui interrogent toujours la population sur les hauteurs qui ont pu être atteintes en 1910. On a rallié ça aussi à des éléments historiques pour pouvoir remettre dans le contexte l'inondation, notamment de 1910. Donc à droite, c'est le château de Vitry qui a été rasé depuis. Au niveau de l'église, donc un repère de crue qui a été posé, justement, un repère historique. Et que toute la population a connaissance de ce repère-là. Pas forcément des autres, mais celui-là, en tout cas, il est connu et c'est déjà un bon point. Au moins, ils savent à peu près jusqu'où l'eau pourrait monter en cas d'inondation. Au niveau de la table ronde, donc pareil, Monsieur Raguenès, Madame Tellier ont participé. Donc on a une présentation du risque inondation sur la région et des bassins réservoirs par Monsieur Raguenès. On a après décidé en fait de passer le film de l'IAU justement en 3D et de laisser libre cours aux questions en fait de la population, donc simplement en mettant stop sur le film, en les écoutant et en répondant. Et en fait ça leur a beaucoup plu, ça les a interpellés, notamment de savoir que en cas d'inondation ce serait pas de l'eau propre, ce serait de l'eau des réseaux d'assainissement polluée par le gasoil, les poubelles, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et revenir effectivement sur tout ce qui est coupure de chauffage urbain, coupure électrique. Donc ils ont été impressionnés de savoir que l'étendue de la zone des coupures électriques sur la commune, qu'elle soit aussi importante. Et de savoir que 21 000 personnes seraient impactées par les coupures électriques. Juste les coupures. Donc il y a eu un bon échange avec le public. Ils ont été très intéressés, très réactifs et ils avaient beaucoup de bonnes questions pour lesquelles certaines on n'avait pas de réponse, puisque c'est des questions qu'on se pose aussi et voilà, donc voilà. Et à la fin on a distribué notre plaquette dont il nous reste beaucoup d'exemplaires. Mais ça a été très intéressant, en tout cas, de pouvoir avoir ce contact avec la population. Donc, pour les suites, rapidement, donc, on va poursuivre cette action de sensibilisation du public. Donc, on compte toucher les conseils de quartier. On a déjà eu l'occasion d'intervenir la semaine dernière sur un conseil de quartier, justement, pour les sensibiliser au risque d'inondation. Bon, il y avait beaucoup moins de monde. Mais les gens étaient intéressés, ça les interpelle toujours.
et ils ont toujours des questions, donc c'est intéressant. On a l'exposition qu'on a créée spécialement pour Sequana, qui est toujours exposée et qui intéresse visiblement toujours du monde. Et on va aussi redéployer des repères de crues sur la commune, donc dans la zone inondable, et on va organiser une nouvelle balade urbaine. Comme la première avait eu du succès, on espère que la deuxième en aura aussi, voire plus. Ce serait bien. Et ça c'est un petit clin d'œil à nos représentants qui sont là, mais Vitry va faire partie du programme CapFlow comme site test. Donc c'est un programme européen qui concerne 6 pays, je crois. 5 pour la réalisation d'indicateurs, pour faire simple, d'indicateurs communs pour établir un profil de vulnérabilité sur les communes. Et donc pour l'équipe française, Vitry serait le site test. Voilà, ce sera tout. Par rapport au programme CapFlow, en fait, comme l'a indiqué Camille, c'est un programme en fait en complet lien avec ce qui est fait, puisque l'objectif c'est de développer les capacités d'action de la société. Et en fait, c'est un programme qui nous amène finalement à travailler sur des territoires tests. Et l'enjeu, il est d'abord d'évaluer quelles sont les capacités des populations à se mobiliser, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire et comment on peut imaginer le développement de ces capacités. La différence en fait par rapport à d'autres pays européens, c'est que nos collègues européens en Allemagne, en Hollande, font beaucoup appel à ce qu'ils appellent les communautés. Et nous, en fait, on répond par association, souvent. Mais là, dans le cas international, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même notion. Et je profiterai de cette occasion, si jamais vous avez des exemples qu'on pourrait nous étudier ou approcher de personnes, d'associations, de groupements qui se sont mobilisés autour d'un événement ou bien sur un autre domaine, c'est-à-dire dans une commune, si vous avez des acteurs qui se mobilisent pour des actions communes, qui peuvent ensuite être déclinés dans le cas des inondations. Nous sommes preneurs sur ces projets-là. Voilà. Désolé d'avoir fait une page de pub, mais c'était l'occasion. Je confirme qu'effectivement, chez nous, le terme de résilience communautaire est très péjoratif. Mais donc l'appel aux communautés, en tout cas, on va essayer de travailler dessus. Venez me voir après. Information. Vous avez évoqué tout à l'heure des questions que les personnes ont posées et auxquelles vous n'aviez pas vous-même de réponse. Est-ce que ce n'est pas un moyen justement d'aller peut-être un tout petit peu plus loin et de créer une sorte de forum participatif ? Alors bon, ça peut paraître très naïf comme démarche ou comme question, et notamment en utilisant des supports peut-être sur Internet, vous voyez, en utilisant des bases de données, quelque chose de plus, disons, participatif, quoi, non ? Enfin bon, je me pose simplement la question sous forme de piste. Pour l'instant, on a l'idée justement avec les communes du 94 de créer justement une plateforme où on pourrait échanger les documents, les données, les informations qu'on aurait réussi à récolter. Pour l'instant, on n'a pas prévu de créer un forum vis-à-vis de la population, mais pourquoi pas, ça peut être une idée, sachant qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Pour l'instant, on les a répertoriées, on en est à 4 pages. 4 pages. Vous avez montré sur les arbres le niveau d'eau de la dernière crue. Mais est-ce qu'il y a des rues qui ont été inondées ? Ou est-ce que ça n'a pas débordé sur les quais ? Et donc, voilà, ça c'est la première question. J'en aurai une deuxième après. Là, à la crue de juin, on n'a pas eu de débordement sur le territoire. On a simplement eu des débordements sur les berges. Donc, les seuls impactés, ça a été les 5 maisons d'éclusiers qui ont été inondées au niveau des caves. Et un restaurant, pareil, qui se trouve sur les berges et dont la cave a été inondée. Et est-ce que de ce point de vue-là, il y a eu un retour, le fait d'avoir fait un exercice avec une visite, est-ce que des gens ont réagi par rapport à cette crue particulière ? On a eu beaucoup d'appels.
On a eu beaucoup d'appels de riverains, mais a priori pas ceux qui étaient à la balade, mais des riverains justement qui demandaient voilà, est-ce que ça va déborder, si j'ai de l'eau dans ma cave, qu'est-ce que je fais, voilà, vraiment des questions pratiques auxquelles on avait déjà répondu à la balade. Voilà. Et puis la dernière, une remarque, c'est qu'on ne parle que de la crue 1910. Or, il y a eu quand même 1924, 1955, etc. Et est-ce que ce ne serait pas utile de montrer qu'on n'a pas obligatoirement au-dessus comme de la tête, comme le montre la personne qui est dans la rue, mais peut-être au genou, et que c'est tout aussi handicapant pour un quartier et qu'il peut y avoir les mêmes ruptures électriques, etc. Effectivement, alors, on a parlé des différentes crues de la Seine, mais c'est vrai qu'on n'a pas insisté sur le fait que, indirectement, c'est pas les mêmes hauteurs, donc voilà, on n'a pas insisté sur le fait qu'effectivement, il y aurait moins d'eau, et que ce serait tout aussi handicapant. C'est vrai qu'on reste vraiment sur la crue de 1910, puisque c'est la crue de référence, et comme on parle tout le temps de 1910, les gens s'interrogent sur cette crue-là. Et voilà, pour l'instant, on voulait les sensibiliser à partir de là, mais effectivement, il y a une sensibilisation à faire sur les crues moyennes. Voilà. Oui, mais c'est peut-être en lien aussi avec le système de protection donc de Vitry qui protège justement jusqu'à la côte de 55, et ce qui explique peut-être aussi pourquoi on s'intéresse plus à 1910, qui elle déborde vraiment sur le territoire. On a eu deux extrêmes au départ, en fait, les enfants, les personnes âgées, et au milieu, la population d'une manière plus générale. Et en fait, c'était par rapport aux outils. J'ai compris que dans le cas des enfants, et notamment il y a les formateurs, etc., il y a tout un ensemble, un appareillage pour amener à faire passer un certain nombre de messages et trouver des relais. Dans le cas des personnes âgées, Marion, tu avais fait ton mémoire là-dessus, donc tu étais déjà formé. Dans le cas de Vitry, eh bien en fait, là, toi, tu as une formation spécifique aussi par rapport au risque. Donc, dans tous les cas de figure, ça ne s'improvise pas. Hein, voilà. Il y a besoin de tout un ensemble d'accompagnement. Et même si on a une sorte de kit mis à disposition, ça ne suffit pas. Enfin, je pose la question. Effectivement, il faut des gens qui soient compétents en la matière. Sinon, effectivement, ça prend plus de temps. On risque de s'orienter vers des messages qui ne sont pas forcément les plus territorialisés au contexte francilien, quoi.